La tempête Chido a fait au minimum 31 morts et peut-être jusqu'à des milliers selon le préfet. Peut-être approcherons-nous le millier, voire quelques milliers. Les premières victimes sont les habitants des bidonvilles. Dans les médias, on relativise ces morts par le fait que les bidonvilles sont surtout habités par des étrangers originaires des autres îles des Comores. La moitié de la population de Mayotte, c'est des clandestins. Et maintenant, on vient nous expliquer, oh, on va faire une mine de science pour les Mahorais. C'est pas pour les Mahorais, déjà, il y a la moitié, à mon avis, l'essentiel des morts, ça doit être des clandestins comoriens qui, de toute façon, n'ont même pas voulu écouter les alertes quand on leur a dit de s'en aller de leur bidonville. Est-ce que ces bangas, comme on les appelle sur place, monsieur le Premier ministre, ces bidonvilles, seront intégrés dans le plan de catastrophe naturelle? Est-ce qu'on parle de maisons qui ne sont pas assurées? On parle d'une population qui n'est pas assurée, globalement. Toutes ces habitations détruites. Et même d'une population qui n'est pas recensée, en plus. C'est une population qui, du point de vue des papiers, est illégale. Et du point de vue de la vie, ce sont des hommes est-ce que c'est des femmes. Est-ce que c'est le sujet aujourd'hui de savoir si c'est légal Justement ou pas légal? non. Voilà. Justement Ça veut dire que ce soir, tout le monde est mahorais? En fait, dans ces bidonvilles, il y a aussi des Mahorais citoyens français. Car à Mayotte, 37% des habitations sont faites en tôle. Mais ces bidonvilles ne sont pas habités par les Français venus de la métropole. Il y a une ségrégation raciale, ce sont les autochtones qui vivent en bas près de la mer, dans les habitations précaires, exposées aux risques climatiques, alors que les blancs métropolitains vivent en hauteur dans des habitations adaptées aux normes européennes. Les autorités françaises ne se sont pas pressées à réagir à cette catastrophe. Et leur priorité était d'aider les métropolitains, pas les Mahorais. Il y a des vidéos qui sont en train de sortir où on voit que les Mahorais, on leur dit que pour être évacués, il faut qu'ils soient malades, qu'ils soient en état grave, alors que pour certains Français de métropole, là, il n'y a pas de problème. Du coup, il faut 2 jours pour partir, c'est ça? Ou plus, je sais pas là-dessus comment l'organisation. D'accord. Mais donc du coup, c'est pas que quand on est malade? Non, il n'y a pas que quand on est malade. Okay. Là-dessus. Et ceux qui veulent se faire rapatrier comme eux? Mais pourquoi la moitié des gens restent là? Je comprends pas pourquoi, parce que déjà vous êtes un peu trop près de moi. Nous aussi on va pas crever. François Bayrou, le nouveau Premier ministre, a préféré aller assister au conseil municipal dans sa mairie de Pau plutôt que de se rendre à Mayotte. Il a justifié cela en disant que Mayotte ne faisait pas partie du territoire national. Il n'est pas d'usage que le Premier ministre et le Président de la République quittent en même temps le territoire national. Pourtant, Mayotte est officiellement un département français. Officiellement, car dans les faits, ce département est traité comme une colonie. À Mayotte, la moitié des habitants vivent avec moins de 260 € par mois. Le SMIC est d'un tiers plus bas. Le RSA est moins de la moitié de celui de la métropole. Il n'y a pas d'APL et pas d'aide médicale d'État. 20% de la population de Mayotte subit un syndrome dépressif. C'est 2 fois plus que dans l'Hexagone. Un foyer sur 10 n'a pas accès à l'eau. La pauvreté est 6 fois plus importante et l'inégalité est 4 fois plus importante qu'en métropole. Cette inégalité, c'est en grande partie l'inégalité entre Mahorais autochtones et Français métropolitains qui ont des privilèges sur l'île. Par exemple, les professeurs métropolitains qui s'installent à Mayotte sont payés 40% de plus et ont une prime qui équivaut à 5 mois de salaire. Non seulement les Mahorais sont plus pauvres, mais en plus les métropolitains qui s'installent sont plus riches. Alors, aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment on en est arrivé là et on va retracer l'histoire coloniale de ce département. La colonisation de Mayotte et des Comores. En 1816, le ministre de la Marine, le vicomte du Bouchage, déclare que la possession de l'île de Madagascar est nécessaire à la France. Mais pour conquérir la grande île de Madagascar, la France a besoin d'un point d'appui pour sa marine. Mayotte sera présenté comme le pistolet chargé pointé sur le cœur de Madagascar et l'arsenal militaire de la France dans la mer des Indes. En 1841, la France trouve l'occasion de coloniser Mayotte. Un sultan malgache, Andriane Soli, vend l'île au royaume de France en échange d'une confortable rente. Andriane Soli est un sultan fantoche, au pouvoir très relatif sur l'île. Il est arrivé seulement 9 ans sur l'île avant de la vendre à la France. Mais déjà à l'époque, on affirme que la colonisation de Mayotte est la volonté de la population mahoraise. À partir de là, l'État français s'approprie les terres et surexploite les Mahorais, notamment à travers des contrats d'engagement.
Mais, loin de consentir à leur colonisation, les Mahorais se révoltent. Des révoltes éclatent en 1847 contre l'engagement obligatoire imposé par l'ordonnance royale. À nouveau, en mars 1856, contre le travail forcé, les châtiments et le manque de nourriture. Puis, en 1866 et 1875, la répression française se solde par des exécutions, des exils et des peines de travaux forcés. En 1886, les 3 autres îles des Comores sont aussi colonisées par l'État français. Durant la colonisation, la France ne cherche pas à instruire les indigènes. En 1909, l'inspecteur de première classe des colonies en mission aux Comores écrit « Le nombre des indigènes comprenant la langue française est infime. La France ne s'est jamais préoccupée de leur instruction. Nos colons, nos représentants ont traité les indigènes comme des bêtes brutes à la cravache sans chercher à les assouplir, à les dresser. » Bien plus tard, quand les Mahorais doivent se prononcer sur leur indépendance, seule une petite minorité des Mahorais parle français. Ainsi, comme le dit le juriste Jean Charpentier, pour contrôler le pays, il suffit d'en contrôler la classe des notables. Et ce sera exactement la stratégie de la France pour conserver une partie des Comores sous sa domination coloniale. La scission orchestrée des Comores. Au milieu du XXe siècle, les mouvements anticoloniaux remportent des victoires à travers le monde. La pression internationale sur la France s'accentue. En 1972, le comité spécial de l'ONU inscrit l'archipel des Comores sur la liste des territoires à décoloniser. Alors, en 1973, la France s'engage à préparer l'indépendance. L'État français signe des accords qui prévoient l'indépendance de toute l'archipel des Comores, Mayotte comprise, dans un délai de 5 ans. Mais le ministre Pierre Messmer a un autre projet. Je vous ai déjà parlé de Pierre Messmer. C'est lui qui souhaitait faire de la Nouvelle-Calédonie une colonie de peuplement. Pierre Messmer considère que dans les Comores, il faut permettre à chaque île d'affirmer sa personnalité. Pourtant, le président Valéry Giscard d'Estaing dit en 1974 en conférence de presse « C'est une population homogène, les Comores sont une unité, ont toujours été une unité. Il est naturel que leur sort soit un sort commun. Nous n'avons pas, à l'occasion de l'indépendance d'un territoire, à proposer de briser l'unité de ce qui a toujours été l'unique archipel des Comores. » Quelques semaines plus tôt, le secrétaire d'État Olivier Stienne déclare « Il n'est pas dans la vocation de la France de dresser les Comoriens les uns contre les autres. » Mais, entre-temps, la France perd sa base navale de Diego Suarez dans son ancienne colonie de Madagascar. La révolution menée par le marxiste Didier Ratsiraka parachève la décolonisation de l'île. La France perd alors un allié important et selon Jacques Faucard, une pièce maîtresse dans l'océan Indien. Et la légion étrangère est forcée de quitter Madagascar. Une partie est envoyée à Mayotte. À la fin de l'année, le vote a lieu. 95% pour l'indépendance des Comores vis-à-vis de la France. Fin de l'histoire? Non. Le résultat du vote relance le débat en France. On se demande s'il ne faudrait pas prendre en compte ce vote au niveau de toutes les Comores ou île par île. Car à Mayotte, 63% des électeurs ont voté contre l'indépendance et 34% ont voté pour. Le débat est tranché par l'État français qui décide d'organiser un nouveau référendum en 1976, uniquement à Mayotte pour rattacher l'île à la France. Alors, le 12 novembre 1975, l'Assemblée générale des Nations Unies réaffirme la nécessité de respecter l'unité et l'intégrité territoriale de l'archipel des Comores, composé des îles d'Anjouan, de la Grande Comore, de Mayotte et de Mohéli. Mais la France reste sourde à cette injonction. Elle organise la consultation des Mahorais pour le 8 février 1976. La préparation du vote, expulsion et coup d'État. Avant le vote pour le rattachement de Mayotte à la France, de nombreux indépendantistes sont expulsés. Les autorités françaises
laisse faire, sous prétexte que les indépendantistes sont souvent originaires de l'île voisine d'Anjouan. C'est le début de la fabrique d'étrangers comoriens à Mayotte. Les Anjouanais sont transformés en étrangers alors qu'ils parlent la même langue, ont la même religion et partagent très souvent leur famille avec les Mahorais. Entre 3 et 4% de la population de l'île est chassée. Dans les autres îles, la décision de la France à l'encontre de son engagement et de l'ONU ne plaît évidemment pas. Alors, en 1975, Ahmed Abdallah, président du territoire des Comores, prend les devants et proclame l'indépendance de toute l'archipel, Mayotte y compris. Mais à Mayotte, où Ahmed Abdallah est impopulaire, des députés organisent un putsch soutenu par Paris. Le préfet comorien de Mayotte est démis de ses fonctions et remplacé par un préfet anti-indépendance. La France laisse faire. L'État français ne nommera un préfet que 11 mois plus tard. Puis 4 semaines plus tard, Ahmed Abdallah, indépendantiste dirigeant les Comores, est renversé par un coup d'État mené par Soilihi, révolutionnaire marxiste allié au prince Saïd Mohamed Jafar. Ils sont en contact avec Michel Debré, ex-ministre de la Défense française. Debré pousse Bob Denard, un mercenaire français, à prendre l'avion avec des soldats et des armes pour se rendre aux Comores. Bob Denard aide le nouveau pouvoir de Soilihi à traquer et à arrêter Ahmed Abdallah et l'exfiltre vers la France. Selon Jean-Pierre Bas, Bob Denard a reçu l'accord tacite de la France pour cette opération, car la France préférerait Soilihi à Abdallah. Même si Abdallah et Soilihi sont tous les deux indépendantistes, Soilihi permettait de garder au moins Mayotte dans le giron français. Le terrain étant préparé et les autres îles des Comores neutralisées, le gouvernement français peut alors organiser tranquillement le vote pour l'indépendance. En 1976, le vote passe à 99% pour le rattachement à la France. Ce résultat s'explique entre autres par l'animosité des Mahorais contre des propriétaires anjouanais qui possèdent de nombreuses terres mahoraises. Un tiers des terres des Comores appartenaient au président comorien Ahmed Abdallah qui est anjouanais. À cause de l'implication française, l'opposition des Mahorais à quelques riches propriétaires anjouanais se transforme en une haine des Anjouanais en général et en un sentiment pro-français. Après le vote de 1976, l'État comorien fait condamner la France par l'ONU plusieurs années de suite car cette dislocation des Comores viole le droit international. Pour l'ONU, toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies. Après l'indépendance, les flux de population se poursuivent. Après l'indépendance, les flux de population entre Mayotte et les autres îles de l'archipel des Comores continuent. Les populations continuent de vivre et travailler ensemble et de se marier. Le déplacement est rapide et peu coûteux. Seulement 70 km séparent Mayotte de l'île d'Anjouan. À partir de 1981, les Comoriens peuvent venir à Mayotte en s'acquittant d'un laissez-passer à condition de quitter le territoire au bout de 3 mois en théorie. Dans les faits, les contrôles sont quasiment inexistants. À l'époque, 90% de la population ne parle pas le français. Les 4 îles des Comores parlent une langue très proche. Les liens familiaux, personnels et professionnels sont encore très forts. Mais le territoire de Mayotte est encore plus pauvre qu'aujourd'hui. L'économie est agraire et largement non monétarisée. En réalité, à l'époque, Mayotte est encore un pays du Sud sous-développé, qui subit l'impérialisme du Nord. Alors, des Mahorais militent pour que Mayotte tire enfin les bénéfices de son rattachement à la France et devienne un département plutôt qu'une collectivité d'outre-mer. Donc, dans les années 90, pour ne pas risquer de perdre l'île, Paris investit davantage à Mayotte pour son développement économique. Le nombre de fonctionnaires métropolitains, en particulier les enseignants,
augmente. Mais ce développement économique attire les populations des autres îles. Alors, la France érige une frontière entre Mayotte et le reste des Comores. Du visa Balladur à Sarkozy, la fabrique des étrangers. En 1995, le gouvernement de Balladur instaure un visa d'entrée qui entrave la circulation des Comoriens qui veulent entrer à Mayotte. Mais le visa Balladur produit l'effet inverse. Les flux de migration vers Mayotte depuis les autres îles augmentent. Les arrivants restent maintenant sur place et ne repartent pas à cause du coût et du danger de la traversée. Entre 10 000 et 30 000 personnes ont disparu dans la traversée entre 1995 et aujourd'hui. Souvent, on attribue ces morts au type d'embarcation, les kwassa-kwassa, canaux de pêche rapide. Mayotte, les kwassa-kwassa. Donc, vous êtes un connaisseur. Mais le kwassa-kwassa pêche peu. Il amène du comoréen. Mais en vérité, il n'y avait quasiment pas de morts avant l'instauration du visa. La traversée a été rendue périlleuse par la traque de la police aux frontières. La frontière géographique est instaurée par les forces de l'ordre françaises. Et petit à petit, la frontière légale se renforce aussi. La France fabrique des étrangers. Pour expliquer ça, prenons le cas Salima. Salima arrive à Mayotte en 1992. Elle est la mère de 5 enfants qui ont tous grandi à Mayotte. Salima n'a jamais demandé de titre de séjour ou la nationalité pour elle ou ses enfants. Car à l'époque, les gens n'avaient pas besoin d'avoir des papiers. Les contrôles étaient encore inexistants. Puis en 2006, alors que Sarkozy est ministre de l'Intérieur, Salima est contrôlée, puis expulsée. Elle est séparée de toute sa famille. Elle est devenue étrangère chez elle. De la même manière, de nombreux habitants de Mayotte sont sur l'île depuis plus de 10 ans, mais n'ont pas de papiers. Notamment parce que les procédures sont trop coûteuses. 340 € pour une première demande de titre de séjour. C'est une fortune à Mayotte. En plus, les habitants manquent d'informations. Seuls 55% des habitants déclarent parler le français, alors que le français est l'unique langue officielle. Mais même les habitants qui ont un titre de séjour depuis des années sont expulsés s'ils ne peuvent pas prouver qu'ils sont entrés légalement à Mayotte. Et même des Mahorais, nés sur place et de nationalité française, sont expulsés s'ils n'ont pas leurs papiers sur eux au moment du contrôle. Les mineurs isolés non plus ne sont pas épargnés. Ainsi, en 2006, le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, encore lui, expulse 13 000 clandestins. Et ce chiffre a augmenté. Depuis 2019, il y a eu entre 23 000 et 27 000 expulsions par an. Depuis 2015, même la Légion étrangère participe à cette chasse aux migrants, alors que ce n'est pas le rôle de l'armée. Cette situation entraîne une très grande délinquance sur l'île. Il y a plus de 3 000 mineurs isolés à Mayotte. Leurs parents, étrangers, ont été expulsés vers les autres îles. De nombreux mineurs isolés, considérés comme étrangers, n'ont pas accès à l'école, même entre 6 et 16 ans. N'ayant aucune perspective d'avenir, ils sont livrés à la rue et aux gangs. Il y a 3 fois plus de vols à Mayotte qu'en métropole et cela vient principalement des mineurs. Subir le colonialisme pour rejoindre l'impérialisme, ce nouveau climat d'insécurité extrême et de tension entre Comoriens et le dur prix que la France fait payer à Mayotte en échange de son développement économique. Pour devenir un département d'un pays du Nord global, pour subir un peu moins la domination impérialiste, les Mahorais doivent faire subir cette domination impérialiste aux autres Comoriens et accepter de subir eux-mêmes une domination coloniale, culturelle par la France. La France impose aux Mahorais l'assimilation culturelle, interdiction de la polygamie et loi interdisant le voile à l'école en 2004, relégation des cadis, juges islamiques en 2006. Ah, mais donc vous trouvez ça bien les juges islamiques, PDH? Pardon. Non mais j'entendais le troll, tu vois, c'est dans les commentaires YouTube. Ah bah bravo, on les reconnaît bien là, les islamistes de PDH, hein. C'est un peu le droit coutumier quoi. C'est le droit coutumier. Ouais.
Ouais, mais bon, tu sais, dès qu'il y a islamiste dans une phrase, bon, tu vois, ils imaginent les mecs en train de se faire lapider et tout. Le français est enseigné comme une langue première au CP, alors que pour la plupart des enfants, c'est une langue secondaire. Tout comme en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. C'est une domination culturelle humiliante pour les enfants. Une professeure raconte, tous les discours se faisaient en français, sans traduction. Nombre de parents ne comprenaient rien, ça se voyait. Et leurs enfants s'en rendaient compte. On avait l'impression qu'ils avaient honte. En plus, il y a une ségrégation raciale. Quand les professeurs sont arrivés en nombre dans les années 90, on leur a fabriqué des quartiers avec des maisons adaptées aux normes européennes, en hauteur. En même temps, on construit pour les Mahorais des habitations en bas, au niveau de la mer, avec des toits en tôle, sans cuisine ni salle de bain. Ce type d'habitation, emporté par le cyclone Chido ces derniers jours. Il y a aussi une ségrégation raciale parmi les fonctionnaires. Dans une étude de 2015 sur une administration à Mayotte, on compte 2 Mahorais pour 49 cadres, mais uniquement des Mahorais dans les catégories des travailleurs les moins rémunérés. Les réunions du MEDEF sont très majoritairement blanches, comme aux Antilles. De même que les hauts fonctionnaires et les magistrats qui sont blancs pour la quasi-totalité. Toutes ces inégalités et cette ségrégation raciale constituent bien une situation coloniale, même si cette situation est actuellement consentie. Un espoir décolonial? Aujourd'hui, les Mahorais sont toujours très majoritairement contre l'indépendance de Mayotte, mais ils revendiquent l'égalité avec les autres départements français. Depuis le confort de notre France métropolitaine, il serait facile de donner des leçons de morale aux Mahorais qui ne choisiraient pas la décolonisation, sans prendre en compte la situation de précarité, de misère, de survie dans laquelle ils ont été plongés. Et ce n'est pas ce que nous allons faire aujourd'hui. Mais comme on l'a vu, le consentement à la colonisation des Mahorais n'est pas tombé du ciel. Il a été fabriqué par la France, à coups de promesses et de divisions. Il peut donc très bien être défait un jour. D'ailleurs, rappelons que plusieurs pays africains colonisés par la France ont d'abord demandé l'égalité citoyenne dans le cadre d'une communauté française avant de demander l'indépendance. Lorsqu'ils ont compris que l'égalité ne viendrait jamais. Ces dernières années, l'implication de la France à Mayotte n'a pas du tout amélioré la situation. Bien au contraire. Plus la France investit pour le développement de Mayotte à travers les salaires ou les infrastructures, plus les habitants des 3 autres îles des Comores souhaitent venir à Mayotte. La départementalisation déstabilise toute la région. Avec l'inégalité croissante sur l'île, la situation sécuritaire est devenue catastrophique. Pour la France, la solution à cette impasse est toute trouvée. Ériger un mur entre Mayotte et le reste des Comores. Gérald Darmanin voulait ériger un rideau de fer maritime et il a restreint le droit du sol et expulsé en masse les étrangers lors de l'opération Wambushu. Cela a aggravé la situation de l'île qui est toujours en crise sécuritaire et économique. Les vols avec armes ont augmenté de 121% en 4 ans. Devant cette impasse et devant l'attitude coloniale des autorités françaises, de plus en plus de Mahorais commencent à voir l'égalité avec la métropole promise par la départementalisation pour ce qu'elle est. Un mirage. Les gens, si vous opposez les gens, on est foutus. Parce que vous êtes contents d'être en France. Parce que si c'était pas la France, je peux vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la mer. Il n'y a pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens. C'est la réalité. Alors, tôt ou tard, il n'est pas impossible que l'opinion mahoraise change. Et comme en Kanaki, cela dépendra de son contexte géopolitique. Géopolitique de l'Indo-Pacifique. La France ne quittera pas Mayotte facilement. La France a intérêt à garder l'île pour mettre la main sur les ressources de la région. Mayotte étend la zone économique exclusive de la France et lui permet d'accéder aux réserves de 5 000 milliards de mètres cubes de gaz découverts dans le canal Mozambique. Et un tiers de ces approvisionnements en pétrole passe par l'océan Indien. Et la France
fait circuler des sous-marins nucléaires dans la région. Tout comme la Kanaki, Nouvelle-Calédonie, Mayotte est indispensable à la nouvelle stratégie indo-pacifique de la France. La situation des Kanaks est différente. Ils disposent de ressources précieuses comme le cobalt et des potentiels alliés de poids dans la région comme la Chine. Cela leur permet de réclamer directement l'indépendance car ils ont d'autres perspectives de développement économique. Alors, la France adopte une stratégie différente en Kanaki, la colonisation de peuplement. Mais pour mieux comprendre pourquoi la France a besoin de coloniser dans cette région, je vous invite à regarder la vidéo précédente que nous avions faite sur la Kanaki Nouvelle-Calédonie. Mais avant, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Parole d'Honneur, de mettre des pouces et bien sûr de faire des dons. Et un grand merci à tous nos tipeurs, c'est grâce à vous que nous pouvons faire ces vidéos. Et enfin, un grand merci à Rémi Carayol. On s'est beaucoup appuyé sur son livre, sur son dernier livre pour l'écriture de cette vidéo. Et d'ailleurs, vous pouvez commander son livre aux éditions La Fabrique, Mayotte, un département colonie. Et vous pourrez aussi voir l'entretien qui a été mené par Wissam lors d'un live Parole d'Honneur. Les liens sont en dessous en description. Voilà. Ciao.